Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, les marchés financiers, en effet, qui depuis le début de l'année ne cessent de prendre de l'altitude à une vitesse vertigineuse presque, aussi vite en tout cas qu'ils avaient baissé l'année dernière, et c'est illustré par un graphique que vous nous présentez. Oui, tout à fait. D'habitude, on dit qu'il chute beaucoup plus vite qu'il ne remonte. Une fois n'est pas coutume, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On le voit sur le graphique. Alors, le graphique, on va le découvrir en fait à avec une je pense. symétrie troublante et un V quasi parfait, hein, vous le voyez. On a perdu. Alors là, c'est quoi? C'est le CAC. C'est le CAC 40. Depuis un an. Depuis un an. Et on voit qu'il y a un pic qui, avant la forte baisse, le dernier pic est fin septembre. Donc la baisse très forte s'est faite sur un trimestre, pratiquement du 1er octobre au 31 décembre, 3 mois. Et la hausse s'est faite sur la même période, sur 3 mois, du 1er janvier au 31 mars. Et ça, c'est assez atypique, effectivement, dans les corrections. Mais ce qui permet aussi de relativiser et de se rendre compte que finalement, eh bien, on est quasiment au même niveau l'année dernière, avant la baisse, et que cette hausse qui semble impressionnante, si on arrête les compteurs, si on commence le chrono au 1er janvier, est peut-être à relativiser. Alors effectivement, on peut voir les choses de deux manières différentes ou de deux manières opposées, effectivement. La hausse paraît très forte, donc certains se demandent s'ils n'ont pas raté le train en marche. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir? D'autres se disent au contraire, finalement ça relativise la hausse, puisqu'on ne fait que revenir sur les niveaux d'il y a quelques mois. Comme un élastique finalement, on a fait un coup de yo-yo. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui en fait. Hein. Alors, si moi je pose des questions, vous y répondez. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jonathan? D'accord, on peut le faire dans ce sens-là si vous voulez. Alors, je vais essayer d'y répondre. En fait, d'abord, qu'est-ce qui avait provoqué la chute des marchés? Il faut peut-être en revenir à ça. La chute des marchés avait été provoquée essentiellement par la crainte d'une décélération de la croissance mondiale. La croissance mondiale a fortement ralenti au cours du dernier trimestre. Et ça, c'est une réalité. La Chine a fortement ralenti, l'Europe a fortement ralenti. La croissance était très forte en Europe un an auparavant. En un an, il y a une forte décélération de la croissance. Il y avait aussi une intervention des politiques monétaires, puisque les banques centrales avaient commencé, notamment aux États-Unis, à remonter leur taux. Et donc, les deux effets conjugués, en effet, ont fait mal au marché financier en fin d'année. Exactement. C'est ces deux effets combinés. Vous avez tout à fait raison. On a d'un côté la croissance qui ralentit, à cause notamment de la guerre commerciale de Trump, et en même temps la Fed qui nous dit je vais remonter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est un cocktail explosif qui a commencé à le faire, qui l'a fait beaucoup en 2018. Et ça, ce cocktail a été très mauvais pour les marchés financiers qui ont fortement chuté en 2018. En 2019, dès le début d'année, c'est un peu l'inverse qui se produit. Alors effectivement, d'abord, la politique monétaire, elle a complètement changé. Et ça, c'est vrai sur toute la planète. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, les banques centrales ont clairement modifié leur politique monétaire. Ils ont eu peur, hein, finalement, que cette réaction des marchés financiers entraîne aussi des conséquences sur l'économie. Enfin, ils ont eu peur d'eux-mêmes. Ils ont eu peur certainement de la forte volatilité sur les marchés financiers. On sait que c'est jamais très bon quand il y a trop de volatilité. Ça peut finir par causer une réelle récession économique sur l'économie réelle. Et donc ça, on veut éviter qu'il y ait cette transmission de la sphère financière à la sphère économique réelle. Et puis, ils ont, comme je vous le disais aussi, constaté que la croissance mondiale ralentissait à cause de la guerre commerciale. Donc, il fallait qu'ils prennent les devants pour relancer la croissance mondiale. Donc ça, c'est un des deux moteurs de la baisse qui a été éteint. Enfin, voilà, les banquiers centraux ont arrêté finalement de remonter leurs taux, voire même ont fait des discours très accommodants. Sur la croissance, c'est moins clair. Est-ce que, voilà, on n'est pas en fin de cycle et est-ce que la croissance est de retour pour autant? Alors, nous, on constate que, de nouveau, il y a une réaccélération de la croissance. Et c'est notamment le cas dans une des grandes zones de la planète, une grande zone économique aujourd'hui, hein, qui est la Chine. La Chine avait fortement ralenti, je vous l'ai dit. Le premier trimestre ne va pas être très bon. On dit que ce sera peut-être le trimestre le plus faible en termes de croissance depuis 27 ans en Chine. Donc c'est quand même très marqué. Mais là, on a beaucoup de signes, de nouveau, de croissance accélérée. Donc on a un scénario en V également sur la croissance. Alors on ne le voit pas forcément dans les chiffres publiés. Quand des institutions comme le FMI, par exemple, publient leur prévision de croissance, sur 2019, on voit une croissance qui ralentit par rapport à 2018.
mais ça masque, c'est des effets de moyenne, ça masque un petit peu la réalité des choses. Les marchés financiers, ils ne regardent pas tellement dans le rétroviseur, ils regardent devant eux. Et ce qu'ils voient, c'est que à partir du deuxième trimestre et puis le troisième trimestre, la croissance devrait vraiment accélérer par rapport à la croissance du T1 qui était un point bas. Mais ça semble quand même assez incroyable de se dire que d'un trimestre à l'autre, on change du tout au tout, parce qu'on le sait, hein, les cycles, on est sur un cycle de hausse depuis 10 ans, beaucoup nous annoncent le ralentissement et la fin de ce cycle. Ça ne dure pas un trimestre, un ralentissement ou un ralentissement de croissance, c'est des tendances plus longues. Ce n'est pas juste un trompe-l'œil? Non, je ne crois pas. L'économie mondiale est gérée, il faut avoir ça en tête. Elle est gérée par des États, elle est gérée par des banques centrales. Et elle est administrée presque par les banques centales, on pourrait dire ça. Elle est gérée plus qu'administrée. Le mot administré n'est peut-être pas le mot le plus adéquat en fait ici. Il gère la politique monétaire, il gère le niveau des taux d'intérêt. Et à travers ça, ils peuvent relancer l'économie, ou au contraire ralentir l'économie si ils estiment qu'elle est en surchauffe. Et il faut vraiment avoir en tête que les mesures prises par la Chine ont été considérables depuis le dernier trimestre 2018. Ça commence à avoir des effets. Alors effectivement, les effets ont mis un peu de temps à se faire ressentir dans l'économie. Il y a aussi eu, avec la relance monétaire, une relance budgétaire en Chine. Ouais. Toutes ces mesures commencent à se voir dans l'économie. Quand je dis administré, c'est parce que quand on compare le bilan des banques centrales et la hausse des marchés financiers, on voit vraiment un parallélisme assez flagrant et on a l'impression que finalement les investisseurs financiers ne regardent plus que les propos des banques centrales et on oublie la réalité derrière. Non, mais je pense que ça correspond à une réalité qui est que lorsque vous êtes un investisseur, vous êtes sans cesse en train d'arbitrer entre différentes classes d'actifs. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des obligations? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des actions? Lorsque les taux remontent fortement, c'est intéressant d'aller sur des obligations qui sont des actifs moins risqués s'ils offrent un rendement élevé. Lorsque les taux sont à zéro, là, vous n'avez plus de rendement. Si vous voulez gagner un peu d'argent, gagner plus que l'inflation, il faut revenir sur les actifs risqués. C'est ça que fait les banques centrales. Alors, que dites-vous à ceux qui, comme certains gérants, comme certains adages, disent « sell in May and go away », vendez en mai et partez en vacances, surtout après 15% depuis le 1er janvier? Justement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez idéale pour les marchés actions. Parce que c'est pas ce que disent beaucoup de gérants qui sont assez négatifs, qui se disent « oulala, ça a monté de 15%, faut faire attention ». C'est vrai que la hausse a été rapide, mais en même temps, la baisse avait été tout aussi rapide, on l'a vu. Donc on revient sur des niveaux normaux. Et donc quand vous dites, allez-y, on reste confiant, en effet, on peut avoir encore des beaux mois, des beaux trimestres, des belles années. Je pense au contraire qu'on a un peu de temps devant nous, on a un ciel qui s'est éclairci. Et c'est le moment pour revenir sur certains secteurs en particulier qui avaient été très touchés l'année dernière. Par exemple le secteur bancaire. Il n'est pas revenu, lui, au niveau où il était au 1er janvier 2018. Il y a encore du chemin à faire. Il y a peut-être 20% à aller chercher sur le secteur bancaire. Parce que justement, on dit que les banques centrales font souffrir ce secteur. Avec des taux au ras des pâquerettes, les banquiers ont du mal à gagner leur vie. Oui, mais la Banque centrale, la BCE, Mario Draghi l'a redit, en fait, ils réfléchissent à donner des nouvelles mesures pour aider les banques commerciales pour que leurs résultats s'améliorent, parce que c'est un sujet de préoccupation pour la BCE. Bon, en conclusion, il n'est pas trop tard pour aller sur les marchés actions et des secteurs comme le secteur bancaire peuvent être des pistes d'entrée. Oui, c'est ce qu'on pense, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces propos et en effet, ces convictions affichées. On se retrouve dans un mois pour voir comment tout cela évolue. Tout de suite, on passe au SCPI à crédit.